Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je suis Sandrine Dugas, je suis patiente partenaire, cela veut dire que j'ai moi-même vécu la maladie et que j'utilise maintenant mon expérience de la maladie au service des autres patientes. Je suis donc devenue présidente d'une association de patientes. Il est vrai que le thème de la reconstruction mammaire est souvent abordé lorsque les femmes évoquent leur parcours de soins. Elles échangent volontiers sur leur parcours, elles expriment leurs doutes, leurs réticences, leurs peurs aussi parfois, mais aussi leurs envies, leurs expériences et leurs réussites. Alors je me chargerai ce soir d'être le porte-parole de toutes les questions qui vont arriver. Bonsoir Sandrine, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis le docteur Clémentine Jankowski, je suis chirurgien gynécologue spécialisé en reconstruction mammaire. Je suis ravie ce soir de pouvoir répondre à toutes vos questions pour essayer de vous éclairer au mieux sur ce sujet qui m'est cher et qui fait partie intégrante de la prise en charge des cancers du sein. Sandrine va tout de suite vous expliquer les règles de fonctionnement de ce live. Alors, le déroulement de cette soirée, la première partie sera consacrée à une information générale sur les grands principes de la reconstruction. Et la deuxième, la plus importante, elle vous permettra de poser vos questions via le chat. Ce qui compte ce soir, Clémentine, c'est que tout cela soit interactif pour que l'on puisse répondre à toutes les questions et les attentes. Je voulais juste souligner que dans le temps imparti, il ne sera pas possible de détailler ni d'approfondir toutes les techniques de reconstruction mammaire. Et puis, vous rappeler les règles d'utilisation du chat sur la page Facebook de la chaîne Rose. Nous vous invitons à ne pas mentionner de nom de traitement, ni même de nom de chirurgien, ni même de centre de soins. Donc, en préambule, on estime qu'en France, à peu près 20 000 patientes subissent une mastectomie tous les ans. La reconstruction mammaire fait partie intégrante de la prise en charge des cancers du sein, comme cela a été mentionné dans le cadre du dernier plan cancer qui a été édité par le ministère. On estime que sur ces 20 000 patientes, à peu près 30% vont avoir une reconstruction mammaire et seulement 60% estiment qu'elles ont été correctement informées. Donc c'est dans ce cadre qu'on va essayer de répondre au mieux à l'ensemble de vos questions pour que vous ayez l'information la plus éclairée possible. L'idée c'est vraiment de dire, c'est pas de dire il faut ou il ne faut pas se faire reconstruire, c'est vraiment de dire on vous a donné l'ensemble des informations nécessaires pour que vous puissiez prendre votre décision. Et il n'y a pas une bonne ou une mauvaise décision, la bonne décision c'est vraiment la vôtre. Alors on y va? C'est les parti. Questions. Donc ce soir, on a plusieurs questions de Catherine et de Sarah notamment qui ont entendu parler de la reconstruction à plat après un cancer du sein. Alors Clémentine, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, la reconstruction à plat? Vers qui ces femmes doivent-elles s'orienter et quelle en est la prise en charge? Donc la reconstruction à plat, ça désigne les patients qui ont donc eu d'un côté une mastectomie et qui de l'autre côté souhaitent une mastectomie contralatérale dans un but en fait de symétrie. Donc en fait, il s'agit simplement de faire une mastectomie contralatérale. L'idée pour ces patientes, c'est qu'il faut bien sûr en parler au chirurgien référent, scénologue ou reconstructeur. Et c'est souvent une décision qui nécessite d'être confirmée sur plusieurs consultations, généralement 2. Et ensuite, c'est quelque chose qui peut totalement s'envisager. L'idée étant pour ces patientes qu'elles souhaitent être symétriques et parfois aussi dans un but de gestes préventifs de l'autre côté pour se protéger éventuellement d'un nouveau cancer de l'autre côté. D'accord. Jacqueline. Jacqueline a eu un cancer du sein en 2016. Elle a subi une tumorectomie. Elle a conservé son sein, mais le sein opéré est plus petit que l'autre. Elle nous demande de quelle reconstruction elle peut bénéficier. Donc, quand on a eu un cancer du sein, le sein opéré et radiothérapeute peut être soit plus petit, soit plus gros. Donc, pour le cas de Jacqueline, elle a une dissymétrie entre les deux côtés puisqu'elle en a un qui est plus petit que l'autre. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire une réduction mammaire de l'autre côté, c'est-à-dire que le sein contralatéral, il va être remonté et réduit en taille pour qu'elle ait les deux seins à la même hauteur et de même taille. Donc ça, c'est vraiment des gestes qui peuvent totalement s'envisager, qui ne sont pas des gestes très lourds. C'est une intervention qui dure à peu près 1 heure et qui peuvent vraiment rendre service pour ces patientes-là. Anne-Marie nous demande
d'après sa question, Anne-Marie a vécu des traitements assez lourds pendant son cancer. Elle demande comment elle peut se projeter dans d'autres opérations, avec un S, de reconstruction. Donc c'est souvent ce qui freine un peu, c'est-à-dire que la reconstruction, on dit en moyenne, c'est 3 interventions sous anesthésie générale pour arriver à un résultat satisfaisant. La problématique pour ces patientes qui ont subi des traitements lourds, donc très souvent de la chimiothérapie, l'intervention, la radiothérapie, donc c'est déjà sur un temps très long. C'est toujours difficile de se dire bon ça y est, j'en ai fini avec l'ensemble des traitements. Comment je vais me remettre dans une structure de soins des hospitalisations, des douleurs éventuelles, etc. C'est souvent vraiment une décision qui est difficile à prendre. Mais moi, comme je dis souvent aux patientes, la reconstruction mammaire, c'est un chemin. Il débute par une première information et puis souvent une deuxième et une décision qui mûrit. Donc voilà, il ne faut pas se brusquer dans un sens comme dans l'autre. C'est jamais une urgence de faire une reconstruction. Et après, il faut aussi s'écouter soi-même et voir ce qu'on désire également, parce qu'il peut y avoir aussi les proches qui peuvent parfois, dans un but de protection bienveillante, mais dire oh, mais tu regardes tous les traitements que tu as eus, tu vas quand même pas retourner te faire opérer. Voilà. Donc c'est tout un cheminement et une discussion à avoir avec soi-même, avec ses proches et avec son chirurgien, pour arriver ou pas au bout du chemin. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de personnel. Un vrai parcours. Sylvie nous demande si la reconstruction est douloureuse. Alors ça, c'est une des questions, une des premières qu'on pose en consultation. La douleur, donc forcément c'est une intervention chirurgicale, donc on ne peut absolument pas dire qu'il n'y a pas de douleur parce que ça ne serait pas vrai. Après, la prise en charge de la douleur, elle a beaucoup évolué au cours de ces dernières années. Très souvent, nos anesthésistes font une injection d'un anesthésiant au niveau loco-régional, donc souvent au niveau du pectoral, ou quand c'est dans le dos, au niveau du dos. Ils vont injecter un anesthésiant longue durée qui va globalement couvrir les premières 24 heures, là où le plus souvent les douleurs peuvent être le plus intenses. Et après, les douleurs varient en fonction des techniques, mais il faut quand même avoir en tête qu'il y a peu de patientes qui arrivent à avoir de la morphine, qui est un des antalgiques les plus puissants après une reconstruction mammaire. Globalement, ça se gère avec des antalgiques moins forts que la morphine, donc les douleurs restent tout de même assez modérées et on arrive à les prendre en charge de façon correcte. Très bien. Nous avons Alphonsine qui demande « Après une reconstruction, peut-on avoir une reconstruction ?» Donc je m'explique, Alphonsine n'est pas contente du résultat, mais le chirurgien trouve que ça va. Il lui a dit « Vous avez un sein, c'est une reconstruction ». Alors ça, c'est aussi des questions qui sont assez fréquentes et encore plus pour celles qui ont déjà eu une reconstruction mais qui ne sont pas satisfaites. C'est souvent aussi un frein de se dire oh, j'ai déjà eu tout ça, mais du coup ça ne va pas, est-ce que je vais consulter, est-ce que je ne vais pas consulter? Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est même si on n'est pas forcément prête à se refaire opérer, avoir un avis, avoir un autre avis d'un autre chirurgien, c'est déjà hyper important. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à voir un autre chirurgien pour avoir son avis sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Mais voilà, ça c'est déjà le premier pas. Après, tout dépend quel type de reconstruction elle a eu. On peut le plus souvent faire des corrections secondaires qui peuvent améliorer l'aspect général. Mais après, tout dépend dans quelle mesure. Même si de toute manière, de façon générale, c'est toujours plus difficile de réintervenir après une reconstruction. Mais des fois, ça reste possible. Ça peut être juste des injections de graisse pour améliorer le résultat. Enfin, c'est pas forcément un parcours qui recommence. Après, on peut aussi faire ce qu'on appelle des conversions de reconstruction. Par exemple, on peut avoir une reconstruction par prothèse qui peut-être était bien au début esthétiquement et qui, avec le temps, a mal vieilli ou mal évolué. On peut enlever une prothèse et la remplacer par un lambeau. Voilà, ça s'appelle des conversions. Donc voilà, il faut bien avoir en tête que l'information est nécessaire. Et voilà, c'est déjà le premier pas pour voir ce qu'on peut faire. Ok. Colette nous demande si une reconstruction est possible à 70 ans.
Alors, comme je dis souvent à mes internes ou à nos étudiants qui ont fait des cours sur la reconstruction, il n'y a pas d'âge pour la reconstruction. Donc, ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Après, nous, on va s'adapter dans les techniques qu'on peut proposer à l'âge et bien sûr en fonction des antécédents de la patiente. Si, je ne sais pas, il y a déjà eu des problèmes cardiaques ou des problèmes de diabète, etc., on ne va pas forcément proposer tout l'éventail des techniques ou peut-être pas celles qui sont les plus lourdes. Mais voilà, on s'adapte vraiment à chaque cas. Mais il faut vraiment avoir en tête qu'il n'y a pas d'âge pour faire une reconstruction mammaire. Mélissa nous demande si on peut parler du DIEP et déjà définir ce qu'est le DIEP. Donc le DIEP, il fait partie des reconstructions autologues, c'est-à-dire les reconstructions avec les propres tissus de la patiente. Le DIEP est un lambeau libre, c'est-à-dire qu'on va aller couper les vaisseaux qui vascularisent le lambeau pour aller ensuite le transférer au niveau de la région mammaire. Pour le DIEP, on va prendre votre peau et votre graisse qui est située sous le nombril. Et globalement, on va avoir une cicatrice qui est comme une abdominoplastie quand on retend le ventre suite à une grossesse qui a fortement étendu les tissus de l'abdomen. Donc une fois qu'on a prélevé ce lambeau juste sous le nombril, on va aller couper les vaisseaux et les suturer aux vaisseaux receveurs qui sont situés sous une côte, juste ici. On utilise une technique de microchirurgie, c'est-à-dire que les sutures ont lieu sur des vaisseaux qui font 2 mm. Donc c'est vraiment réalisé par des centres très spécialisés. Après, c'est une technique qui a un rendu très naturel parce que si vous touchez votre ventre, on a une texture qui est vraiment très très proche de la texture d'un sein. C'est une technique qui se réalise toujours par 2 chirurgiens pour limiter le temps opératoire, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va préparer les vaisseaux au niveau du thorax et un autre qui va lever en même temps le lambeau au niveau de l'abdomen. Touli nous demande, elle aimerait savoir en fait à quoi ressemble une reconstruction totale. Elle va un petit peu plus loin en demandant si ça ressemble à un vrai sein avec un mamelon ou juste 2 poches de silicone. Donc le rendu de la reconstruction, ce qu'on dit toujours, c'est qu'on va vous refaire une forme, un volume, mais évidemment, ça ne sera jamais votre sein d'avant. Après, tout dépend quelle technique on va utiliser. Si on prend les prothèses, on va avoir un sein assez ferme au toucher et assez haut dans sa position. Si on prend les reconstructions autologues, donc avec les propres tissus de la patiente, on va avoir un résultat un peu plus naturel avec un toucher un peu plus souple. Il faut vraiment avoir en tête aussi que quelle que soit la technique qu'on va utiliser, que ce soit les prothèses ou les reconstructions autologues, ça sera un sein qui sera insensible. D'accord ? Globalement, quelle que soit la technique qu'on utilise, il n'y a pas de sensation ou alors très très peu. Donc ça, il faut aussi l'anticiper un peu avant, puisque pour l'instant, les techniques ne permettent pas d'avoir une sensibilité. Caroline demande quelle reconstruction suite à sa mastectomie pour une forte poitrine. Elle nous indique un sang C. Donc après, il y a différentes solutions qui peuvent s'envisager. Soit elle souhaite une reconstruction de son sein, et globalement, on dit toujours que plus elle va vouloir gros, plus il va falloir d'intervention. Donc en général, pour des volumineuses poitrines, et souvent les patientes sont demandeuses d'avoir un sein plus petit, on va donc reconstruire le sein du côté mastectomie jusqu'au volume désiré par la patiente. Et ensuite, on réduira l'autre, on le remontera et on le réduira pour qu'il soit au même niveau. C'est ce qu'on appelle une symétrisation. On peut aussi s'envisager pour ces patientes, et ça on a aussi le cas souvent, si jamais elle ne souhaite pas de reconstruction du côté mastectomie et qu'elle a vraiment une grosse... Enfin, du coup, ces femmes-là, elles sont un peu déséquilibrées au niveau des trapèzes. Du côté mastectomisé, elles ont une prothèse qui est très lourde à porter et souvent elles ont mal au dos. Donc parfois, on peut aussi faire juste du côté contralatéral, juste une réduction mammaire pour qu'elle ait moins de déséquilibre et qu'elle puisse porter une prothèse qui est plus petite. Ça peut aussi s'envisager. D'accord. Marie nous demande si toutes les femmes ayant eu une mastectomie peuvent bénéficier d'une reconstruction. Globalement, encore une fois, oui. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de limite d'âge. Il faut par contre que la maladie soit en rémission ou du moins stable. D'accord ? On peut reconstruire les femmes qui sont métastatiques,
mais il faut vraiment que leur maladie soit parfaitement contrôlée, parce que la reconstruction peut obliger à arrêter certains traitements, et l'idée c'est bien évidemment que l'arrêt de ces traitements n'engendre pas une réévolution de la maladie. Donc, après, il y a la question du délai qui peut-être a été posée dans les questions. La reconstruction, elle peut avoir lieu après une mastectomie s'il n'y a pas de rayon à partir de 3 mois après la mastectomie. Et si jamais il y a eu des rayons, on conseille d'attendre un délai d'1 an, histoire que la peau se remette de l'ensemble des traitements, chirurgie et radiothérapie. Et Marie, toujours, demande s'il y a des conditions pour rendre possible une reconstruction mammaire. Elle évoque le surpoids et on lui aurait dit que ce n'était pas possible. Alors forcément, le surpoids, l'obésité sont à l'origine de plus de complications, quelle que soit la technique de reconstruction qu'on va prendre. Donc il peut y avoir des cas où vraiment une obésité importante où on peut demander à la patiente de perdre un petit peu de poids pour limiter les risques. Les risques, c'est surtout la phlébite et l'embolie pulmonaire qui peuvent avoir des conséquences vraiment graves. Donc c'est vraiment ces risques-là qu'on veut éviter. Et après, il y a des techniques plus lourdes et plus à risque où on va être un peu plus drastique. Par exemple, toutes les techniques de lambeau libre, donc notamment le DIEP, où pour le coup, alors ça dépend des équipes, mais lorsque l'indice de masse corporelle est supérieur à 30 ou 35, ça peut être vraiment risqué de faire la technique, encore une fois pour le risque d'embolie pulmonaire. Donc on peut éventuellement demander à la patiente, si elle souhaite cette technique-là, de perdre un peu de poids avant. Almerinda et Delphine demandent, alors on en a parlé, est-ce qu'on peut réexpliquer à partir de quel moment on peut envisager la reconstruction mammaire? Et est-on vraiment obligé d'attendre 1 an après la radiothérapie pour la reconstruction? Donc comme je l'ai dit, pas de radiothérapie, c'est 3 mois. Et il faut aussi que tous les traitements soient terminés, bien évidemment. Et voilà, ce délai de 1 an post-radiothérapie, il est théorique et il va dépendre un peu de la réaction qu'on va avoir eue au rayon, si on a une forte réaction ou pas. Mais globalement, nous, on préfère intervenir sur une peau qui a retrouvé sa souplesse. S'il y a eu besoin de kiné, faire un peu de kiné, voilà, pour préparer la reconstruction, c'est toujours mieux. Fred demande comment se passe la reconstruction par lipofilling pour une petite poitrine. Donc le lipofilling, on l'appelle aussi lipomodelage, il consiste à prélever avec des canules de lipoaspiration, c'est-à-dire comme une liposuction, de la graisse. La graisse ensuite on la prépare, c'est-à-dire qu'on va éliminer l'eau et le sang et on va récolter que la graisse pure, on va la mettre dans des seringues et ensuite on va l'injecter sur le site qui a été mastectomisé. Donc elle a raison, c'est une technique qui peut être utile, qui peut être utilisée seule pour reconstruire un sein. Par contre, plutôt des petits volumes, puisqu'on sait que lorsqu'on injecte la graisse, déjà on ne peut pas injecter, on peut difficilement injecter plus de 500 ml. Et ce qu'on va injecter, il y en a à peu près 30% qui ne va pas prendre, c'est comme une greffe en fait. Donc il y a 30% qui ne va pas prendre, voire 50% quand il y a eu de la radiothérapie. Donc c'est une technique qui va nécessiter plusieurs interventions, à chaque fois espacées de 3 mois. On dit en général c'est entre 4 et 6, mais c'est vraiment une technique qui doit être réévaluée au cours du processus. C'est-à-dire qu'il y a eu un rapport de la Haute Autorité de Santé sur le sujet. Globalement, nous, on doit évaluer à 3 ou 4 opérations et on doit lui dire la technique va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire on va arriver à avoir un volume satisfaisant dans un nombre d'interventions qui reste correct ou là, ça n'a pas l'air de... la prise de graisse n'est pas suffisante à chaque fois pour qu'on puisse avoir un volume définitif. Donc à ce moment-là, on peut rebasculer sur une autre technique, mettre une prothèse ou mettre un lambeau à ce moment-là. Et encore faut-il l'avoir, la graisse, pour toutes ces interventions? Et encore faut-il avoir suffisamment de graisse, c'est sûr, à prélever, puisqu'on sait en plus qu'on peut prélever site par site. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a prélevé le ventre, on n'y retourne pas parce qu'il y a de la fibrose qui se fait juste après. La graisse, ensuite, elle sera de mauvaise qualité. Donc, c'est vraiment site par site. Donc, il faut avoir suffisamment. Et quels sont les sites?
ceux qui sont disponibles. Le plus simple, souvent, c'est le ventre. Donc, quand, entre guillemets, il y en a beaucoup sur le ventre, on peut faire d'abord sous le nombril, ensuite au-dessus du nombril, ou alors droite-gauche. Après, il y a les flancs. Sur le côté, au niveau des cuisses, on prélève peu les fesses parce que c'est une graisse qui est de mauvaise qualité et assez compacte. Et on a encore la face interne des cuisses ou la face interne des genoux. Voilà. Mais il faut qu'il y en ait suffisamment pour qu'on puisse faire toutes ces interventions. D'accord. Patricia nous demande quelles sont les suites opératoires après une reconstruction par grand dorsal. Elle demande ce qu'on ne peut pas faire et surtout pendant combien de temps. Donc après un grand dorsal, il y a ce qu'on appelle une convalescence post-opératoire d'à peu près 1 mois. On conseille toujours, mais ça, quelle que soit la technique de reconstruction, de continuer à bouger. C'est juste faire les activités de la vie quotidienne et continuer à avoir une mobilité, puisque c'est les patients qui vont bouger et faire des exercices de mobilisation, notamment pour le grand dorsal avec le bras et l'épaule, qui vont avoir le moins de séquelles ou le moins de douleur ensuite. C'est comme une rééducation après une opération du genou ou de la cheville. On fait des mouvements pour retrouver la mobilité. Voilà, c'est la même chose avec le grand dorsal. Globalement, on considère que pas de reprise du sport avant 1 mois, 1 mois et demi. Tout dépend du sport. Bien évidemment, tous les sports violents, il vaut mieux éviter. Et après, le mieux pour le grand dorsal, c'est une reprise du sport en piscine. Donc dès qu'en gros tout est cicatrisé, il n'y a rien que mieux de la piscine pour le dos, pour les mouvements de l'épaule notamment, qui sont des mouvements qui vont être faits sans force, mais vraiment avec un bénéfice hyper important. D'accord. Catherine nous demande si la reconstruction est remboursée par la sécurité sociale et est-ce qu'il y a un remboursement différent selon les techniques. Donc la reconstruction mammaire, elle rentre dans le cadre de l'ALD, donc les affections de longue durée. Et donc la sécurité sociale a pour chaque acte un remboursement qui est déjà établi. Donc il y a une part de remboursement à chaque fois pour une intervention de reconstruction mammaire. Après, tout dépend si on choisit une structure privée ou publique pour se faire opérer. Les structures privées pratiquent le plus souvent des déplacements d'honoraires, mais qui varient beaucoup d'un chirurgien à l'autre. Donc vraiment se renseigner avant sur le dépassement d'honoraires. Et il y a aussi les mutuelles qui peuvent prendre en charge notamment une partie de ces dépassements. Et on continue sur ce même sujet. Florinda demande s'il est possible de faire prendre en charge par la sécurité sociale la reconstruction des 2 seins quand un seul a été concerné par la mastectomie. Elle dit qu'elle a une très petite poitrine. Elle voulait pouvoir tirer quelque chose de positif de cette maladie, sans être dans l'excès, bien sûr. Alors après, ça c'est tout à fait possible. Ça rentre dans le cadre c'est dans la même idée que Jacqueline, je crois, qui avait un sein plus petit que l'autre. Chez Jacqueline, on va lui faire une réduction mammaire contralatérale. Sa réduction mammaire rentre dans le cadre de la prise en charge de son cancer du sein. Donc ça donne lieu à un remboursement sur la part de la sécurité sociale. Pour la patiente qui, par exemple, souhaite une reconstruction mammaire avec un sein plus gros qu'initialement parce que c'est son souhait, et dans ce cas-là, on va symétriser de l'autre côté en l'augmentant aussi. À la fin du parcours de reconstruction, encore une fois, ça reste pris en charge dans le cadre de l'ALD, dans le cadre de la prise en charge du cancer du sein. On va parler maternité. Muriel demande si la reconstruction est un frein à l'allaitement. Alors forcément, du côté du sein reconstruit et opéré, il n'y aura pas d'allaitement. De l'autre côté, si le sein est sain, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et on peut allaiter avec un seul sein. Très bien. Céline nous demande s'il est conseillé de retirer le mamelon pour diminuer le risque de récidive. Alors ça, il y a beaucoup de choses qui ont évolué sur ce sujet. Si on parle déjà des mastectomies préventives, c'est-à-dire pour les patientes qui ont une mutation et qui n'ont jamais eu de cancer, la plupart des mastectomies prophylactiques ou préventives se font avec conservation du mamelon.
sachant qu'on informe toujours les patientes que quand on a une mastectomie préventive, il y a toujours un risque d'apparition d'un cancer au niveau de la paroi, au niveau de la peau qui reste de l'enveloppe du sein. Et on estime ce risque faible, bien évidemment, donc à peu près à 4 à 5% si jamais on enlève le mamelon, et ce risque augmente légèrement si on garde l'aréole et le mamelon à 6-7%. Pour nous, cette légère augmentation de risque n'est pas une justification à enlever l'aréole. Et encore une fois, on passe très près de l'aréole et on fait une biopsie juste derrière le mamelon pour être sûr qu'il n'y a pas de maladie et pour être en sécurité. L'autre cas, c'est les patients qui ont un cancer en place. Et là, encore une fois, les choses ont vraiment évolué, mais pour le coup, très récemment, où on conserve de plus en plus les aréoles et le mamelon, puisqu'en fait, sur différentes études, il a été démontré que l'augmentation du risque de récidive avec la conservation du mamelon n'est pas importante et qui peut donc justifier le fait de le conserver même dans le cadre d'une mastectomie curative, c'est-à-dire sur un cancer en place. Encore une fois, il faut bien évidemment que la maladie soit située loin du mamelon. Bien évidemment, si la maladie envahit ou envahissait avant la chimiothérapie le mamelon, on sera forcément obligé de l'enlever. Olivia nous indique qu'on lui propose un expandeur dans un premier temps. Clémentine, est-ce que tu peux nous expliquer le processus de l'expandeur? Donc un expandeur, c'est une prothèse qui va être remplie petit à petit, le plus souvent de sérum physiologique. Donc c'est le plus souvent des cas où soit on pense que la patiente va avoir de la radiothérapie. Donc quand on lui fait la mastectomie, on lui met l'expandeur en place. Donc c'est une reconstruction, on va dire, temporaire. Et elle va garder cet expandeur qu'on va gonfler ou dégonfler au gré des traitements. Et ensuite, une fois que tout son traitement sera terminé, on remplacera l'expandeur par la reconstruction définitive. Il peut aussi être utilisé dans des cas où on a eu l'ablation d'une grande quantité de peau pour des raisons carcinologiques. Si jamais le cancer envahissait la peau de façon assez large, des fois quand on fait la mastectomie, on est obligé d'enlever beaucoup de peau. Et quand on arrive à la reconstruction mammaire, on n'a pas assez de peau pour arriver à un volume satisfaisant. Donc on va mettre en place cet expandeur et puis on va le gonfler petit à petit, tous les 15 jours, 3 semaines. Donc ça se fait en consultation pour étendre la peau et permettre ensuite d'avoir la place pour faire la reconstruction mammaire. Et donc l'injection se fait via une petite valve qui est soit située sur le haut de la prothèse, donc on pique à travers la peau, ou une petite valve déportée qui se trouve un petit sur le côté. Même chose, on pique à travers la peau pour injecter dans l'expandeur. L'injection, elle est non douloureuse et en fait on s'adapte aux patients, c'est-à-dire qu'au moment où elle commence à sentir une tension dans les tissus, on arrête là la quantité qu'on met. Et puis on refait ça tous les 15 jours, 3 semaines jusqu'à arriver à un volume satisfaisant. Colette s'inquiète un petit peu de savoir où être correctement renseignée. Elle nous dit qu'elle a été rejetée après 2 opérations ratées. Un petit peu de désespoir de la part de Colette, qui a aussi 70 ans. Qu'est-ce qu'on peut recommander à Colette? Alors déjà, tout dépend où elle se trouve, mais je pense qu'il faut, quand on est dans des situations comme ça où on n'a pas l'impression qu'on trouve une porte ouverte et où on ne se sent pas entendu, il faut déjà en parler à un professionnel de santé en qui on a confiance. Ça peut être le gynécologue, le médecin traitant, une sage-femme, une infirmière, peu importe. Et déjà trouver quelqu'un qui va nous écouter. Et ensuite, peut-être que cette personne, le professionnel de santé, pourra adresser la patiente à quelqu'un qui pourra éventuellement lui donner un autre avis ou des informations sur ce qu'on peut faire. Mais il faut vraiment se tourner vers quelqu'un en qui on a confiance et qui éventuellement connaîtra quelqu'un vers qui on peut se tourner pour dénouer un peu ces situations complexes. Oui, ne pas rester seule avec ces angoisses. Nathalie nous demande si le fait qu'elle soit fumeuse peut avoir un impact sur la reconstruction mammaire.
Donc le tabac globalement, mais vraiment de façon générale, n'est pas bon pour toute chirurgie qu'on peut avoir. Et encore plus dans la reconstruction mammaire, où bien évidemment, on est dans une chirurgie qu'on appelle fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est pour la qualité de vie. Donc nous, ce qu'on veut aussi, nous professionnels de santé, c'est pas rajouter, limiter au plus les complications. Le tabac, il empêche la cicatrisation parce qu'il va, si vous voulez, rétrécir le calibre des vaisseaux en surface et donc il peut augmenter les problèmes de cicatrisation. Lorsqu'on conserve l'aréole, on sait qu'il y a plus de risque de nécrose de l'aréole avec le tabac. Donc vraiment, nous, on conseille aux patientes d'arrêter le tabac avant toute chirurgie de reconstruction. Et en général, c'est 1 mois avant l'intervention chirurgicale. Après, vous trouverez des professionnels qui vont être plus ou moins drastiques sur le sujet. Après, quand il s'agit des lambeaux libres, par exemple le DIEP, globalement, c'est là où on est le plus drastique. C'est-à-dire qu'un DIEP, on utilise des vaisseaux qui sont de petit calibre. On ne peut pas prendre le risque qu'il y ait ce qu'on appelle une vasoconstriction, c'est-à-dire le vaisseau qui se rétrécit et qui bouche le vaisseau et qui fait que le lambeau va ensuite nécroser. C'est vraiment des complications qu'on veut éviter à tout prix. Donc par exemple, pour les lambeaux libres, on sera vraiment drastique. Pour les prothèses aussi, on a quand même de gros risques parce qu'il suffit que s'il y a un problème de cicatrisation, la peau s'ouvre. Si la peau s'ouvre, la prothèse peut être exposée. Les germes qui sont sur la peau peuvent aller infecter la prothèse et on peut être obligé de déposer la prothèse. Donc voilà, c'est vraiment des complications qui peuvent être vraiment importantes et de lourdes conséquences tout de même. Donc c'est vrai qu'on essaye au plus d'inciter les patientes à arrêter le tabac et ça peut être aussi une bonne motivation puisque le tabac est aussi mauvais pour d'autres choses. Donc voilà, ça peut être une bonne motivation pour certaines patientes. Ouais. Delphine et Muriel se rejoignent sur les soins kinés. Donc sont-ils préconisés avant ou après une intervention de reconstruction? Et est-ce que toi, Clémentine, tu préconises les massages de la cicatrice? Alors, tout dépend un peu comment est la patiente. Globalement, si par exemple on est sur des limitations du mouvement de l'épaule ou du bras, pour ces patientes-là, moi je leur prescris de la kiné parce que l'idée c'est qu'elles arrivent à la reconstruction avec une mobilisation totale ou quasi totale pour pouvoir, entre guillemets, encaisser la suite. Donc il y a déjà le parcours post-mastectomie où déjà on peut avoir des problèmes notamment de mobilité de l'épaule, où là on essaye de recouvrir un état de base pour démarrer la reconstruction. Pour ce qui est des massages de cicatrices, tout dépend s'il y a eu de la radiothérapie ou pas. Elle a un impact hyper important. Les mastectomies qui ont été ensuite irradiées, les cicatrices de mastectomie qui ont ensuite été irradiées sont forcément plus adhérentes au plan profond, parfois plus douloureuses, la peau est parfois plus œdémaciée, épaissie. Donc on va plus facilement proposer à ces patientes-là de la kinésithérapie. Après moi, dans ma pratique, je ne suis pas systématique, mais après, globalement, je prescris quasi dans, je pense, 80% de la kinésithérapie après la mastectomie ou avant la reconstruction. Une fois que la reconstruction a eu lieu, c'est un peu la même idée. C'est si la patiente, elle bouge bien, elle n'a pas de problème, les cicatrices ne sont pas adhérentes et qu'on estime qu'en gros, elle gère bien, on ne va pas forcément en prescrire. Par contre, dès qu'il y a un problème de mobilité, des cicatrices adhérentes, on prescrit très facilement de la kinésithérapie qui va avoir de grands bénéfices pour les cicatrices et pour la mobilité, encore une fois. Muriel nous demande combien de temps dure l'opération par grand dorsal? Donc pour un grand dorsal, la moyenne c'est à peu près 3-4 heures. Très bien. Sous anesthésie générale. Et Florence nous demande si elle doit demander un arrêt de travail lors d'une reconstruction mammaire. Alors, globalement, il y en a toujours un qui est prescrit, même si le télétravail se démocratise. Et après, tout dépend de la technique. Globalement, toute technique confondue, c'est déjà souvent au moins 1 mois. Et après, c'est vraiment souvent la première intervention où il y a le plus long arrêt de travail, puisque,
comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a souvent 3 interventions sous anesthésie générale. Donc la première, en général, c'est l'arrêt de travail d'au moins 1 mois. Et les suivantes, vu que c'est des corrections secondaires, on va dire, c'est un peu moins. Mais ça, vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'il faut demander aux chirurgiens référents au début du parcours. Puis de toute façon, c'est souvent des questions qu'ont les patientes, parce que forcément, ça va influer sur leur vie professionnelle et elles ont envie d'avoir l'information pour pouvoir s'organiser. Les arrêts de travail seront prescrits au cas par cas, suivant les activités de chacune. Globalement, il y en a toujours un, globalement. Clémentine, on a eu énormément de questions, mais on va devoir conclure. Nous remercions chaleureusement les laboratoires Roche et la chaîne Rose de nous avoir permis de vous éclairer sur la reconstruction mammaire ce soir. Nous espérons avoir répondu à un maximum de vos interrogations. Donc pour celles et ceux qui veulent revoir ce live, il sera disponible en replay sur la page Facebook de la chaîne Rose. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, déposer votre témoignage sur le site internet chaînerose.fr parce qu'il est important de partager les expériences, les vécus sur le sujet de la reconstruction mammaire. Clémentine, un dernier mot ? Et si vous n'avez pas eu les réponses à vos questions ou si vous voulez de plus amples informations ou retrouver toutes les informations qu'on vous a données ce soir, vous pourrez les trouver sur le site mereconstruire.fr où vous aurez plein de documents qui vont pouvoir également vous éclairer. On vous remercie. Merci. Sandrine. Merci Clémentine. Et puis merci à vous toutes derrière vos ordinateurs et prenez bien soin de vous.